Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur le 33e numéro de la Perm. Votre débat toutes les semaines, je vous rappelle, un débat sur l'actualité avec mes chroniqueurs et mes invités. Alors ce soir, comme invité, j'ai tout d'abord Françoise Vergès. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors vous êtes politologue, vous êtes militante féministe et décoloniale, ou féministe décoloniale, je ne sais pas comment vous préférez dire. C'est pas grave, on va dire les deux. Ouais. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont dernièrement Un féministe décolonial qui a été édité chez La Fabrique en 2019 et plus récemment Une théorie féministe de la violence, aussi édité chez La Fabrique en 2020. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Franco Lolia. Bonsoir Franco. Bonsoir. Alors toi tu es un militant antiraciste, tu es le porte-parole de la brigade anti-négrophobie et on va revenir avec toi sur l'action que tu as menée à l'encontre de la statue de Colbert, sur le sens politique que tu lui donnes, mais aussi sur le procès qui t'est intenté et les problèmes, et on va revenir sur tout ça. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir en invité de dernière minute Jay Hassani. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors toi tu es une activiste martiniquaise et tu fais partie d'un groupe qui a revendiqué le déboulonnage de la statue de Schellcher en Martinique. Des statues. Des statues. Voilà, deux. On a eu deux qui sont tombées du coup. D'accord. Et ben on va parler pour le premier sujet. Et j'ai aussi le plaisir de commencer, comme toujours, avec d'être accompagné de Youssef Boussouma. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Et de Tariq Yakis. Pardon, j'ai eu un bug. Bonsoir. Je pensais au masque, en fait, je me suis dit, et on est tous masqués, comme vous pouvez le voir, on fait très attention, on a tous nos petits masques. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir, parole d'honneur. Yanis, qui est en live là sur les commentaires, va poster le lien pour nous soutenir. On peut faire ces émissions grâce à vous. D'ailleurs, j'en profite pour remercier déjà tous ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à commenter, à participer, à poser vos questions. J'essaierai de les faire remonter durant l'émission. Autant que faire se peut. Donc on va commencer maintenant en parlant tout d'abord de toi Franco et de l'acte politique qui te vaut aujourd'hui d'être poursuivi par la justice. Alors pour résumer très vite, tu vas nous en dire plus, mais le 23 juin dernier, dans une période où on s'en rappelle très animée autour du mouvement international Black Lives Matter, pour le but de dénoncer les violences policières et le racisme, tu as attaqué... Tu as mené une action contre la statue Colbert devant l'Assemblée nationale en inscrivant sur celle-ci négrophobie d'État avec du rouge pour symboliser le sang. Alors avant de parler de ton procès, est-ce que tu peux revenir sur la signification politique de cet acte? Alors oui, on va essayer de résumer ça. Alors effectivement, l'acte il a été interprété comme étant dans la continuité du mouvement dit mondial autour du Black Lives Matter, notamment suite à la mort de George Floyd. Mais effectivement, et c'est important que Jay Hassani soit là, il faut rappeler que la vague de déboulonnement des statues a été réamorcée à partir de la Martinique, quelques jours avant la mort de George Floyd, c'est-à-dire le 22 mai. Et effectivement, avec le déboulonnage des statues de Schellcher là-bas. Et effectivement, nous, si on s'est attaqué à la statue de Colbert, c'est avant tout parce que c'est un ministre de l'État français qui a été à l'initiative du Code noir qui légiférait sur l'esclavage négrier. Et quand on parle d'esclavage négrier, ça veut dire qu'on ciblait les personnes dites de race noire et qui étaient décrites comme non humaines et comme bien meubles. Et donc voir siéger une telle statue devant l'Assemblée nationale, c'est pas remettre en cause le Colbert du passé, mais bien une Assemblée nationale de 2020 et aujourd'hui de 2021 qui, en cautionnant la présence d'un tel personnage statufié devant la maison du peuple et le siège de la démocratie, sous-entend très logiquement que les Noirs ne sont toujours pas des êtres humains, ne font pas partie du peuple de l'humanité, et toutes ces choses-là, et donc c'est une manière de nous insulter. Donc c'est une manière, en fait, non pas ni un acte de vandalisme, ni un tag, mais pour nous, une œuvre d'art, parce que j'ai quelques talents artistiques qui m'ont permis effectivement d'agrémenter cette œuvre d'art coloniale pour lui rendre toute sa dimension pleine et entière, en rappelant que les héros de certains, et notamment de la suprématie blanche, sont les bourreaux des autres, et notamment là des déportés
négro-africains et donc de tous les négro-africains et afrodescendants qui ont été victimes de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien puis de la colonisation. Donc voilà, l'axe était de réinterroger cette histoire et surtout de la voir dans son sens plein et non pas simplement dans un sens qui idolâtre la suprématie blanche en l'imposant comme une norme qui nous oblige à disparaître et à vivre dans une infériorité idéologique. Voilà. Ouais, donc il n'y a pas seulement le fait que c'est la statue de Colbert, il y a aussi l'emplacement devant l'Assemblée nationale et toute la symbolique qu'il y avait autour. Oui, c'est rappeler que Colbert, et je le répète, c'est pas l'homme le problème, c'est vraiment, il a agi au nom de l'État français. Donc l'État français à travers Colbert, en tout cas Colbert et l'État français, puisqu'ils sont inextricablement liés, puisqu'il en est le ministre à l'époque, c'est le père de la négrophobie d'État et du code noir à la fois. Donc voilà, il a accouché 2 jumeaux. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vu des gens comme Apathy qui font semblant de comprendre quelque chose, ou l'autre qui a une écharpe rouge, Farmier ou Cormier, Barbier. Voilà, qui disent il n'est absolument pas question de négrophobie d'État. Comment appelle-t-on un texte de loi qui institutionnalise le meurtre, le viol, la torture des Noirs et uniquement des Noirs en se basant sur la notion de race inventée par les Européens de manière totalement idéologique, si ce n'est pas de la négrophobie d'État faite au nom de l'État français, c'est quoi d'autre? Donc voilà, c'est ça qui... Mais il y a des gens qui vont dire pire, qui vont dire que Colbert a permis un peu de rendre ça plus doux, l'esclavage et tout. Il y a même des arguments. Le sort de... Oui. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que... il y a un argument qui dit qu'il y avait des abus de la part des propriétaires d'esclaves, et donc le fait de légiférer là-dessus, ça permettait d'en diminuer en quelque sorte les atrocités. Alors que, en fin de compte, c'est pire d'avoir légiféré là-dessus, parce qu'il y a une véritable institutionnalisation de ces crimes barbares qui permet, et je rappelle que ça n'a absolument pas empêché les atrocités, parce que, je veux dire, le Code noir prévoyait un ensemble de punitions, un ensemble de crimes. Je rappelle tout de même que donc, les esclaves étaient considérés comme des biens meubles, que dans les sanctions prévues, il y avait le fouet ou la fleur de lys, donc qui était un marquage offert sur le visage, et qu'en cas de tentative de fuite, on coupait les oreilles des esclaves. Qu'en cas de récidive, on coupait le jarret, et qu'en cas de deuxième récidive, on mettait à mort l'esclave. Donc il y a véritablement une institutionnalisation d'une législation avec ce code noir. J'ajoute juste qu'en plus, cela a été lié à la rentabilité. Oui. Il fallait évidemment maintenir aussi une population, un certain nombre d'esclaves. Sinon, on mettait en péril la production de sucre. Oui, donc, il ne fallait pas les tuer trop vite, exactement. surtout. Ouais, Colbert il voulait pas adoucir le sort des Noirs, c'était surtout pour rationaliser l'économie et le marché. Géa Hassani, est-ce que toi, tu te retrouves dans ce que dit Franco? Est-ce qu'il y avait aussi ce geste politique dans le déboulonnage des statues? Totalement. Enfin, pour moi, je trouve que Franco, c'est pas seulement le procès de Franco, comme on a dit, c'est le procès de toutes les personnes qui ont eu des ancêtres qui étaient sous le joug du Code noir, tout simplement. Et concernant Schellcher, en fait, il y a plusieurs aspects qui nous ont poussé, si vous voulez, à nous attaquer, on va dire, à ce symbole. C'est que depuis un moment, on menait un combat sur le sol martiniquais contre le chlordécone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Parce que ce sont les familles, les descendants d'esclavagistes qui ont empoisonné les terres martiniquaises, guadeloupéennes pour au moins 700 ans. Et du coup, s'attaquer à Schellcher, c'était aussi parce que Schellcher a joué un rôle fondamental. Il était favorable à l'indemnisation quand l'esclavage a été aboli. Donc déjà, on ne parle pas, la jeunesse martiniquaise ne parle pas d'une abolition, mais plus d'une réforme. Schellcher a plus réformé l'esclavage puisqu'il nous a laissé au final avec ces mêmes familles qui ont oppressé nos ancêtres, elles perpétuent cette oppression sur nous aujourd'hui. Et donc, Schellcher était favorable à l'indemnisation de ces familles-là quand l'esclavage a été aboli. Donc, s'il n'était pas favorable à ça, elle n'aurait peut-être pas eu les moyens économiques de pouvoir nous empoisonner aujourd'hui. Donc, c'était déjà ça. Et puis aussi parce que il y a une surreprésentation de Schellcher dans nos espaces. Et on a une bibliothèque Schellcher, on a une école Schellcher, on a une ville de Schellcher, on a... Et des statues partout. Voilà. Et nos ancêtres qui, eux, ont mené des combats pour nous libérer, ils ne sont mentionnés nulle part en fait. Ils ne sont représentés nulle part. Par contre, on a Schellcher, on a aussi Joséphine de Beauharnais, qui est la compagne de Napoléon, qui a suggéré de remettre l'esclavage. On a aussi Denambu, qui était le premier colon. Donc toutes ces statues-là, en fait, on les a abattues parce qu'on ne supporte plus d'être entouré de symboles qui non seulement insultent nos ancêtres, mais aussi nous insultent nous. Donc ça a été totalement aussi pour
remettre en question cette représentation coloniale autour de nous. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut attendre de nous qu'on soit épanouis, bien dans nos peaux, qu'on se sente bien en fait en tant qu'afro-descendant avec ces symboles oppressants. Donc c'est totalement dans le même combat que Franco. Alors avant de continuer, je vais vous demander de bien parler dans vos micros, s'il vous plaît, parce que toi tu étais à 3 km de freestyle, donc vous devez bien parler dans vos micros. Alors maintenant, vous êtes vous deux en procès, toi aussi avec le groupe et toi Franco. Déjà, qu'est-ce que vous risquez tous les deux, Franco? Ce qu'on risque déjà d'un point de vue très concret, c'est déjà qu'on est jugé par une institution qui porte le nom de justice et qui nous traite comme des coupables, alors que ce sont quand même ces États qui colonisent et qui ont été coupables de crimes contre l'humanité et qui continuent à l'être puisque la colonisation poursuit autrement. Donc je tenais à le préciser. Et donc on est dans une mascarade de justice. Maintenant, ce qu'on risque, c'est eux qui sont les maîtres du jeu, c'est eux qui en ont établi les règles, donc ils pourront le dire mieux que quiconque, mais sans que ce soit des questions d'amende. En tout cas, d'emblée, je suis perçu comme coupable et il semble que la chose soit, perçue comme... comment expliquer ça? C'est-à-dire que je suis pointé comme le criminel et ceux qui ont commis les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, etc., sont eux qui me jugent à travers leur institution qui s'appelle justice ou qui usurpe le nom de justice. Et donc, d'entrée, on est dans une inversion, un renversement axiologique qui pose problème. Donc, je veux dire par là, il faut réellement qu'on organise la résistance partout où on se trouve et que demain, je serai dans une mascarade de justice parce que combien même je suis acquitté, on ne demande pas la justice pour un, mais la justice pour tous. On parlait de chlordécone, on parle de colonisation qui continue autrement à travers la départementalisation, à travers la France-Afrique, à travers d'autres phénomènes, etc. C'est tout ça qu'il faut abolir. Donc, en s'attaquant avec une œuvre d'art, je le répète, à la statue de Colbert, la volonté, c'est de réinterroger la profondeur de ce racisme viscéral et notamment de cette négrophobie viscérale et la réalité d'un colonialisme qui perdure toujours sur d'autres formes et qui se manifeste là sur notre territoire à travers les contrôles aux faciès, à travers les discriminations au logement, à travers le fait que les béquets ont la majorité de l'économie, des terres et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tout ça qui doit être combattu et il n'y aura pas justice demain. Mais par contre, on met un pied dans la porte pour qu'une brèche s'ouvre et que cette brèche soit de plus en plus grande parce que c'est la justice pour tous qu'on veut, pas la justice pour Franco comme ça a été dit, pas la justice pour Jay, pas la justice pour chaque individu, mais pour tous. Voilà. Jay? Donc moi je ne sais pas encore ce que je risque puisque je ne suis pas vraiment là pour Shelter, je suis là pour témoigner pour Franco justement parce que l'aspect Black Lives Matter justement, je trouve que la France a souvent tendance à pointer du doigt les États-Unis comme s'il n'y avait pas de problème en fait de négrophobie en France. Alors que Shelter aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a abattu et le président Macron a tweeté le 22 mai, donc ils sont au courant d'où est parti le domino qui a lancé en fait cette mouvance mondiale et je viens surtout témoigner pour ça en fait et pour que la France accepte de se regarder en face. Il ne s'agit pas d'une mouvance qui est partie des États-Unis, c'est parti d'un territoire français. Et donc, je suis surtout là pour... Oui, il y a aussi l'idée d'importation des débats américains. Est-ce que vous voulez réagir, Françoise sur l'importation des débats américains? Non, sur l'affaire des déboulonnages de statuts et des procès... Ce que dit Jay, moi, ce que je trouve important, quand j'ai appris que les statuts de Schœlcher avaient été mis par terre, ça m'a semblé vraiment très très important. Bon, d'une part, comme le rappelait Franco, ça se fait avant la statue de Colson à Bristol, qui est toujours présentée encore aujourd'hui comme étant le début, point de départ, point de départ en 2020. Or, c'est vraiment ce qui se passe. Mais surtout, ce que je trouve très important, et ce que j'ai souligné, c'est que c'est Schœlcher qui tombe. C'est-à-dire que ce n'est pas un esclavagiste, ce n'est pas la figure de l'esclavagiste, de l'horrible personnage colonial, blablabla. C'est une icône républicaine associée à l'abolition de l'esclavage. Vraiment la personne bien, comme on peut dire sur le rapport. Et je trouve que quand je dis ça, c'est que ça nous ramène au contemporain, au quotidien, c'est-à-dire à la colonialité qui se perdure aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui tombe avec Schœlcher, c'est pas l'esclavagisme justement, c'est le fait que l'abolition n'a pas mis fin à l'exploitation et les dépossessions. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est un geste extrêmement important, beaucoup plus subversif, beaucoup plus radical politiquement,
que les autres. Donc ça m'a toujours été important pour moi de souligner chaque fois que je suis intervenue que ça commence en Martinique et donc en plus pour la France. Ça signifie quelque chose aussi parce que ça se passe dans ce qu'on appelle les Outre-mer qui sont toujours négligés quand on pense à la France. La France, c'est la France. Et les Outre-mer, bon oui, un truc qui se passe là-bas. Or, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment au cœur de ce qui a été fait, esclavage, colonisation, et aujourd'hui néocolonialisme, postcolonialisme, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas indépendance, donc c'est une première chose. Et le geste de Franco, la statue, donc le geste artistique qu'il pose devant le Palais Bourbon, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est que cette Assemblée nationale qui met comme une des figures importantes de la République, Colbert, qui est censé, si on lit le site de l'Assemblée nationale, ah, on n'entend pas, ah bon? On entend là? Ouais, normalement, ouais. Oui. Ouais. Alors, il y a des commentaires qui disent qu'on entend, il y en a d'autres qui ne disent pas. Donc, parlez bien devant les micros, surtout qu'on a les masques. Bon. Mais je suis. Est-ce que, quand Franco disait oui, alors qu'est-ce que c'est cette personne devant la maison du peuple? Mais c'est vrai, parce qu'en plus, sur le site de l'Assemblée nationale, c'est écrit qui représente, les 4 personnages sont les vertus du service public, représentent les vertus du service public. Hein, donc, on a d'autres, Michel Hospitalier, peu importe. Quelle vertu représente Colbert? Si tant qu'à faire, il fallait représenter une vertu du service public, on pourrait en trouver d'autres. On aurait pu même mettre, je sais pas moi, l'abbé Grégoire, tant qu'à faire. Marie Curie. Oui, bon, je sais pas. Enfin, Louise Michel, bon, là, bon. Mais donc, il y a quand même quelque chose de très, très, très important. C'est pas rien, ces signes. Les statues, quand on nous raconte que les statues, c'est l'histoire, c'est pas vrai, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques à un moment donné, c'est tout. Et en fait, en plus, c'est que des mecs, c'est que des blancs, et c'est que des militaires la plupart du temps, des hommes d'État. Donc de toute façon, c'est une... Et là, je rejoins aussi ce que disait G, c'est-à-dire qu'on se promène dans des villes qui disent, qui nous répètent à tout moment la domination coloniale. Les noms des rues, les monuments, que ce soit Gallieni porté par 4 figures féminines. Elles l'ont sur leur tête. Une représente l'Asie, l'autre Madagascar, l'autre l'Afrique, l'autre Paris. Je passe devant, alors on nous dit, oui, mais les gens font pas attention. Mais quand même, ça rentre dans ma tête. Un mec là, un mec blanc, tout haut, avec son truc militaire, sur la tête de 4 femmes, qui sont des femmes racisées. Bon, quand on connaît ce qu'a fait Gallieni en plus, Madagascar entre autres, oui. C'est un massacreur au Vietnam, c'est un massacreur au Madagascar, c'est un massacreur au Sénégal. Donc on est, il faut, je pense que quand ce que Franco et j'ai dit, c'est très très important parce que cette question, on nous coince sur la statue, les statues, blablabla, que ça serait l'histoire, on ne dit pas l'histoire, sinon c'est une histoire de mec blanc, voilà, on a qu'à nous dire que c'est ça l'histoire. Mais d'autre part, ça renvoie à un espace public qui est un espace ségrégué, de ségrégation sociale, raciale, de genre. C'est pas une ville pour tout le monde, c'est une ville pour certaines personnes. Pour un homme blanc de 50 ans avec une Rolex, valide. C'est pas du tout la même chose. Et donc je pense que soit le geste qui a été fait à la Martinique par G et ses amis, et Franco, comme il le répète, c'est pas lui seulement, c'est un geste, inaugure en France un vrai débat qui a été refoulé, qui a été mis, mais qui vraiment pour moi sont des gestes extrêmement importants qui devraient marquer quelque chose aujourd'hui, vraiment dans le débat sur la décolonisation. Vous vouliez ajouter un truc tous les deux? Je peux vous dire d'être assez court, mais allez-y. Allez-y. Non. C'est à eux d'être courts. Je t'en prie, cher ami. Non, juste rebondir par rapport à ce qu'on disait sur Schoelcher, c'est qu'il y a aussi toute une vision très paternaliste aussi de dire que voilà, la Deuxième République aurait concédé la liberté aux esclaves, etc. Il y a vraiment cette dimension très paternaliste qui est assez insupportable. Et aussi, je voulais juste m'arrêter sur les arguments et sur ce qu'opposent aussi ceux qui défendent ces statuts-là. Notamment sur Colbert, de dire par exemple que Colbert c'était aussi l'État centralisateur. Comme si l'esclavage en lui-même ne suffisait pas à condamner définitivement l'homme. Et il y a aussi cette manière d'oublier, d'occulter le lien intrinsèque entre l'État centralisateur, entre le développement économique qui va être impulsé par la monarchie,
hein, notamment grâce à Saint-Domingue, qu'on appelait la perle des Antilles, avec l'esclavage. Je rappelle cette thèse très belle d'Eric Williams sur le capitalisme et l'esclavage. Et enfin, on nous dit aussi, il y a un des arguments de dire que l'esclave était partout, qu'il était à la mode, et c'est comme si quelque chose de barbare était normalisé, en fait, comme si ça le rendait plus acceptable. Donc je pense que... cet argument qui est partout est un argument tellement mensonger. Oui, tellement mensonger. Il n'y a aucun système d'esclavage ne crée ce que crée l'esclavage colonial. Aucun. Je n'ai pas entendu dire que l'esclavage qui existe dans une société asiatique ou dans l'Empire ottoman crée ce que l'esclavage colonial a créé. Il n'y a pas de commerce international, il n'y a pas de domination maritime, il n'y a pas de domination militaire, il n'y a pas la transformation des Amériques Caraïbes, il n'y a pas la dépopulation dans l'océan Indien. Ce n'est pas donc de toute façon, bien sûr que tous les esclavages sont condamnables, mais il y en a un qui a une importance jusqu'à aujourd'hui. L'accumulation du capital. Et surtout qui occulte les résistances déjà des esclaves à l'époque. Mais pour justement revenir sur Schœlcher, pour moi le vrai visage de Schœlcher, c'est pas l'humaniste qui vient soi-disant abolir l'esclavage en 1848, c'est le gars qui en 1860, il y a eu des révoltes en Martinique, donc l'esclavage est aboli, il y a encore une révolte, donc ça prouve bien que le problème n'a pas été réglé. Il a un discours où il parle de Lumina Sophie, qui est une héroïne, en fait, une figure pour nous du combat, et il en parle comme d'un voyou, en fait, qu'il faut corriger, parce que... Donc c'est ça, en fait, pour nous, Schœlcher, c'est pas du tout quelqu'un d'humaniste qui veut notre bien, au contraire. Il est là pour maintenir une domination... Alors, pour faire l'avocat du diable, je vous signale que la France est le seul pays au monde à avoir interdit 2 fois l'esclavage. Alors vous voyez comment ils sont contre l'esclavage, quand même. Donc. Non, mais là, c'est une histoire, mais quand même, ce qui est important, c'est... Moi, ce que revient aussi à ce qu'il dit, c'est que en France, on se permet de dire n'importe quoi sur l'esclavage, n'importe quoi. Je vois encore dans des commentaires là, c'est-à-dire qu'il y a de l'esclavage partout. C'est ça. Que finalement, mais c'est insupportable. N'oublions pas qu'il y a quand même une écrivaine qui, à la télévision, va nous dire que finalement ils étaient en bonne forme, parce qu'ils allaient les préserver. Christine Angot. L'espérance de vie, si on veut appeler ça, était de 8 à 10 ans dans les plantations. De 8 à 10 ans pendant des siècles. C'était rien, je veux dire, c'était vraiment du corps jetable. Et surtout qu'il y avait une condition où ils étaient au bord de la mort, mais on faisait tout pour les garder quand même un peu vivants, mais c'était catastrophique. Ça, c'est ce qu'on raconte. Mais dans Rediker dans Rediker, l'œuvre de Rediker et les navires négriers, il y avait cette logique-là, par exemple, de mettre des trucs pour qu'ils s'empêchent de se suicider, par exemple, autour des bateaux. Ça, c'est vrai, mais je répète, le corps est tuable, donc on l'épuise jusqu'à ce qu'il n'ait plus du tout de force physique. Donc évidemment, on le préserve, mais c'est pas une préservation. Mais c'est une logique de profit total. Voilà, c'est l'objet. Il ne faut pas perdre la marchandise. C'est vraiment cette logique-là. Mais en même temps, on est étonné parce que c'est vrai, il y a cette logique de rentabilité. Mais en même temps, on est étonné parce qu'au cours du voyage, beaucoup mouraient. Et donc, on peut être étonné à la fois la facilité. Ça valait quand même, l'esclave valait son prix, mais en même temps la facilité avec laquelle on pouvait le faire mourir, le mettre à mort ou le laisser. Et ça c'est quelque chose aussi de terrible en termes. Mais c'est ça qui est terrible. Ils calculaient dans les coûts de mettre plus à l'aller parce qu'ils savent qu'ils vont en perdre. C'est un capital. C'est un capital. L'esclave est un capital au sens où on a de l'argent. Je veux dire, on emprunte sur l'esclave. L'esclaviste emprunte sur l'enfant à naître. Il peut obtenir de crédit. C'est non seulement effectivement un objet, un meuble, mais c'est aussi un capital au sens vraiment comme une voiture, comme quelque chose dans lequel, comme un objet dans lequel aussi on investit. Donc c'est vraiment le code juridique. Une seconde. À laquelle il faut. Pour terminer, vas-y. Oui, une chose à laquelle aussi, qui est importante, la façon dont c'est reçu ici. On ramène ça à chaque fois à une entreprise mémorielle. Et ça, c'est un vrai problème. Exactement. Victimaire, concurrence victimaire, etc. Mémoriel. Alors à la fois le mémoriel et à la fois le victimaire. Et on n'arrive pas à comprendre l'actualité de l'esclavage. Il y a une actualité de l'esclavage, toujours aujourd'hui, avec les conséquences. Et il faut faire aussi attention à cela, à ne pas laisser balayer ce que font, et entre autres des militants, comme étant simplement l'expression de la volonté d'une mémoire, de maintenir une mémoire. Et voilà, on va faire un film et puis les choses vont se calmer. Mais c'est bien d'insister sur l'actualité de l'esclavage. L'esclavage n'a pas terminé, parce que ses conséquences sont encore présentes. Alors pour terminer sur ce sujet, donc toi tu es appelé à comparaître demain, c'est ça Franco? Oui, demain à 9h, tout à fait, au tribunal
17e arrondissement de Paris, métro Porte Clichy, à 9h28e chambre. Et est-ce que, donc pour soutenir, il faut qu'on vienne, et est-ce qu'il y a aussi un autre moyen de soutenir? Oui, Comment? On est 2 témoins. Là. D'accord. Exactement, 2 témoins et bien plus que 2 témoins. C'est-à-dire 2 témoins pour la circonstance des débats, mais sinon de là, c'est vraiment... Vous serez également témoin, François? Oui, tout à fait. Et oui, pour soutenir, sinon il y a effectivement un lien de collecte de financement participatif qu'on peut retrouver sur notre page et qui, je pense, la page, c'est Brigade Anti-Négrophobie, page Facebook, et qui va sans doute être diffusée ici. Ouais. Et je tiens quand même à rebondir sur ce qu'a dit Youssef, c'est que c'est vrai, des gens pensent qu'il y a une espèce de volonté de s'apesantir sur un passé, mais ce passé a un poids sur le présent, c'est-à-dire, voilà, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si on veut comprendre la persistance des discriminations raciales aujourd'hui qui sont faites à l'endroit des Noirs qui dans l'échelle des races inventées par la suprématie blanche sont tout en bas, on ne peut pas les comprendre sans visiter la question du Code noir, la négrophobie d'État instituée par le Code noir et tout ce qui s'ensuit. Et donc même les contrôles aux faciès, je pense qu'avant d'aller sur les questions de la guerre d'Algérie avec la construction d'une certaine police, etc., il faut aller dans l'épisode de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien où on voit qu'un noir ne peut pas se balader sans laisser passer et qu'il est automatiquement coupable et qu'on doit vérifier ses papiers, etc., et que les policiers ont pris le réflexe de contrôler les noirs à l'intérieur de ce système qui banalisait leur mort, qui institutionnalisait leur mort, qui méprisait leur vie et tout ce qui s'ensuit. Donc la réalité de la police aujourd'hui qui tue des Lamine Dieng, des Adama Traoré, des Amadou Koumé, des Ali Ziri, etc. Mais là, on parle précisément des conséquences de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien. Elles sont à l'intérieur de cette histoire. Donc il y a un lien entre ce passé et notre présent. Voilà. Et on a posté, Yanis a posté dans les commentaires le lien pour la cagnotte, donc n'hésitez pas à donner. On va s'arrêter sur ce sujet-là. Merci Jay. Merci Jay. Merci beaucoup d'être venu. Et donc ouais, demain, voilà, on va reposter l'adresse et tout dans la section commentaires. Et on va rester pour ce deuxième sujet, si tu veux rester pour Ibrahima. On va parler on va rester sur le thème de la négrophobie en abordant la tragique mort d'Ibrahima, un jeune noir qui a été tué par la police, un de plus en Belgique. Donc je vais faire un rapide rappel des faits. Dans la soirée du 9 janvier, Ibrahima, qui est un jeune Belge de 23 ans, est décédé à l'hôpital suite à une arrestation policière. Alors d'après la version policière, il a été interpellé pour ne pas avoir respecté le couvre-feu et il est mort d'un malaise. Donc c'est assez étonnant le nombre de Noirs et d'Arabes qui sont morts de malaise dans les mains de la police. Fragile. Ouais, on est très 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 fragile, on ne savait pas. Mais selon d'autres sources, il aurait d'abord été interpellé parce qu'il filmait un contrôle policier et les médecins de l'hôpital où il a été amené affirment qu'il présentait plusieurs hématomes et qu'il était mort d'un arrêt cardiaque. Bon, ça a l'air déjà de ressembler à une affaire qu'on connaît beaucoup, hein. Et donc moi je voulais savoir, quel est votre avis sur cette histoire? Est-ce que vous avez suivi, Franco, tu as suivi tout ça avec la BAN? Oui, bien sûr qu'on a suivi. J'ai vu que d'autres groupes sont même partis là-bas en Belgique pour suivre ça en direct. Mais effectivement, on se retrouve dans cette même récurrence, dans cette même continuité coloniale, ce même continuum. Mais c'est dire que combien même il n'avait pas de masque, on l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Michel Zecler, qui même s'il y a quelque chose où l'affaire ne veut pas être amalgamée avec d'autres, elle ressemble cruellement à toutes les autres, sauf que lui, par chance, n'est pas mort, même s'il a vécu le pire, et heureusement qu'il y avait des images pour l'innocenté et tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire par là, c'est là le drame, c'est là où on voit tout le conditionnement à l'aliénation qu'on subit tous, hein, même en tant que noir arabe, pas simplement en tant que blanc ou autre. C'est-à-dire ce fait de faire baigner ces corps noirs, arabes, etc., dans la présomption de culpabilité. Et voilà, la personne n'avait pas de masque. On se dit, elle n'avait pas de masque et ça peut justifier qu'elle meure. La personne n'avait pas de masque aussi avec Michel Zecler, ça peut justifier qu'elle meure. La personne n'avait pas de papier d'identité avec un tel, ça peut justifier qu'elle meure. Et c'est là qu'on voit le mépris banalisé de nos vies et que les gens cherchent d'abord à savoir, mais qu'est-ce qu'il avait fait, mais est-ce que ça méritait la mort? Il y a une sorte de rétablissement de peine de mort, c'est-à-dire qu'il méritait, il y a toujours ce mécanisme. Même sans peine, c'est une exécution sans même être passé par un tribunal, sans peine en fait.
c'est une exécution directe. C'est là d'ailleurs qu'on voit encore une fois le continuum entre les pratiques héritées de l'esclavage, entre les pratiques héritées de la colonisation et ce qui se passe maintenant. C'est qu'on a véritablement des corps d'exception qui sont des corps jetables, qui sont des corps qui n'ont aucune valeur et qui peuvent être pour de simples manquements à un règlement comme ne pas porter un masque, être mis à mort. C'est véritablement des mises à mort. Mais justement, dans ces corps tuables, dans cette fabrication de corps tuables, je pense aussi que nous, on doit faire attention à ce que dit Franco, c'est-à-dire on ne doit pas rechercher l'innocence de la personne non plus. Non. Je veux dire, peu importe, on ne tue pas quelqu'un, c'est tout. La police n'est pas autorisée à tuer. Oui, voilà. Il n'y a plus personne en France normalement. Voilà. Bon, donc parce que donc il peut même être en train de ne pas porter un masque. On ne tue pas. C'est tout. Il pourrait être en train de voler, on ne tue pas pour un vol. Il peut même cracher sur le flic, il n'a pas le droit de le tuer. Voilà. Donc c'est cette transformation du tuable de faire qu'une personne peut être tuable et qu'après on nous sort ces trucs, ceci, cela, ou alors il avait été délinquant avant, ou je comprends. Il a bien cherché d'un côté. Défavorablement. Voilà, on le connaît dans le quartier, blablabla. Mais ça n'a aucune importance. C'était pas un enfant de cœur, on nous dit des fois. Voilà. Oui. Donc ça, c'est extrêmement important à souligner. Et cette question de malaise, c'est vraiment... ça renvoie la question de la police du corps tuable à l'esclavage. Et puis la question aussi qu'en Europe et en France, tous les corps ne sont pas égaux. Enfin, on le répète, on le dit, mais il n'y a pas d'égalité. Qui a le droit d'être dans la rue à tout moment, tranquillement, sans être inquiet ou inquiète d'être arrêté, et qui doit constamment faire attention. Ça, c'est vraiment très clair, et ça devient de plus en plus clair. Et dans... Pardon. Non, je dis, c'est vraiment des pratiques de ségrégation. On n'est pas du tout épargnés, nous. Le mois dernier, en Guadeloupe, il y a un homme, pareil, qui s'appelait Jean-Pierre Claude, et dans les mêmes circonstances, en fait, après une altercation avec la police, il se retrouve à l'hôpital, avec des hématomes à la tête. Et en fait, il est mort quelques jours après. Et il y a eu des caméras de surveillance en fait, qui ont pu prendre mais les familles et les avocats n'ont pas accès à ces images-là. Et ce qui est vraiment plus violent, je trouve, en fait, c'est qu'on a déjà le sentiment d'être sur une plantation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans des postes, qui ont des postes de cadre et qui sont dans les institutions, ce sont des blancs en fait. Et en plus de ça, le sentiment d'être sur une plantation ne nous quitte jamais. Et quand il y a eu Kezia là, qui a eu il a carrément ouvert le crâne en fait pour rien, et on n'est pas du tout épargné, et j'ai l'impression que je dirais pas que c'est d'autant plus violent, mais c'est vraiment le sentiment d'être sur une plantation littéralement, et que voilà, on est puni, et qu'on ne compte pas, et que bon voilà. Ouais, je voulais juste réagir par rapport à l'importance aussi que ça a, la mobilisation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une manifestation assez importante en Belgique, à Bruxelles, par rapport à l'assassinat d'Ibrahima. Et c'est vrai que ces mobilisations permettent une médiatisation qui, s'il n'y avait pas ces mobilisations-là, on n'en parlerait absolument jamais. Et j'aimerais quand même rappeler et faire quand même un parallèle entre ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en France, ce qui se passe aussi en Belgique. C'est les dispositifs policiers absolument incroyables, impressionnants qu'il y a à chaque fois que des corps indigènes, que des corps noirs investissent l'espace public. Peu importe les raisons pour lesquelles ils sont. Il faut voir par exemple que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, quand il y a eu des Algériens ou des Marocains, que ce soit en Belgique ou en France, qui sortent dans la rue pour telle ou telle raison, il y a un dispositif policier qui est assez impressionnant. Il y a aussi toute une stratégie de la tension où on masse les gens pour ensuite provoquer des affrontements, provoquer des conflits. Et voilà, c'est ça qui me paraissait aussi important, de voir aussi la manière dont la répression s'organise. Alors on va s'arrêter là pour ce sujet. Je rappelle qu'il y a aussi une cagnotte pour soutenir la famille. Yanis la mettra dans la section live des commentaires. Et on va rester en France pour l'avant-dernier sujet. On va aborder... Jay, je te propose de rester ici jusqu'à la fin de l'émission. Donc on va aborder une lettre tout bonnement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, qui a été adressée à Assa Traoré et qui a été écrite par Annie Sugier, je pense, qui est une physicienne mais qui est surtout la présidente de la Ligue du droit international des femmes. Et elle reproche à Assa Traoré de détruire les causes féministes par antiracisme, notamment en justifiant le comportement machiste des enfants immigrés. Et elle mobilise ainsi tous les clichés racistes sur les Arabes et les Noirs, que ce soit par exemple la polygamie.
Françoise Vergès, là on est vraiment dans l'illustration parfaite de ce que vous appelez le féminisme civilisationnel. C'est l'exemple. Et puis de toute façon, la Ligue internationale des droits des femmes, elle est exemplaire sur ces terrains depuis longtemps. Hein. Et Annie Sujet aussi. Annie Sujet, elles ont été dès le départ contre les femmes voilées. Hein. On les retrouve, je veux dire, elles sont là. Et comme je le dis, c'est ces féministes qui portent, qui sont à l'avant-garde du néolibéralisme et de l'impérialisme aujourd'hui. Parce qu'elles fournissent au néolibéralisme et à l'impérialisme les arguments de la morale. La caution, vraiment, égalité femmes-hommes, blablabla. Donc, évidemment, c'est le genre de truc, ça marche. Hein. Et donc, ce ne serait pas raciste, parce que finalement, les femmes, c'est universel, et les hommes noirs, arabes, asiatiques, c'est des brutes. Donc elles sont au cœur de cette offensive et elles ont depuis toujours, offrent, mais on l'a vu en Allemagne avec Alice Schwarzer quand il y a eu des choses à Cologne, quand on a accusé les immigrés, on le voit aussi, on l'a vu en Italie, il y a vraiment un féminisme qui a justement eu beaucoup plus de place, il y en avait moins quand même, qui a depuis les années 2000 a vraiment place sur rue, quoi. Elle écrit ce truc complètement. C'est dingue que Le Monde ait publié cette lettre. C'est publié. Donc, toutes ces personnes, alors que nous, si on essaye de publier quelque chose, ça va être pratiquement impossible. Donc, ce qu'il faut voir dans ce féminisme, c'est vraiment qu'elles sont devenues l'avant-garde de l'impérialisme. D'un impérialisme islamophobe, négrophobe, vraiment, et ça leur donne en plus une place qu'elles n'avaient pas. Elles peuvent réapparaître parce que c'est rien, c'est pas des personnes très intéressantes au fond, excusez-moi de le dire, mais elles n'apportent rien au débat, mais elles servent. C'est vraiment très fort, et on ne veut pas reprendre le fait que c'est utilisé dans l'offensive contre l'Afghanistan, contre l'Irak, la manière de parler de l'Algérie, la manière de déconsidérer la révolution algérienne en disant que finalement, qu'est-ce que ça a fait ? Quand ça a été l'indépendance, les femmes ont été renvoyées à la cuisine. Je veux dire, toutes ces choses qui constamment font de l'Europe le seul endroit où il y aurait vraiment l'égalité des femmes et des hommes. C'est vraiment une offensive. C'est vraiment une offensive qui est très menée en Europe, qui est plus forte en Europe qu'aux États-Unis. L'Europe est vraiment à l'avant-garde de ce féminisme impérialiste. Alors, avant de donner la parole, pour rappeler le pédigré de Annie Sujet, c'est une ancienne du PS. En 2012, elle avait écrit un livre pour s'opposer aux femmes voilées aux Jeux Olympiques. Elle accusait les Jeux Olympiques de céder face à ça. Elle a aussi collaboré un temps avec Riposte Laïque avant d'arrêter. Et même, elle a failli participer à leur action apéro saucisson pinard en disant qu'elle ne voyait pas le problème, avant de se rétracter. Donc, Mais ça fait partie de toute cette offensive qu'on connaît tous, qui est depuis 2 ans, contre le décolonial, l'indigénisme, le féminisme décolonial. C'est vraiment une contre-offensive, et elle est un des soldats, des mercenaires de cette armée. Et après, il y a quelques mercenaires indigènes dans l'affaire, parce qu'il y a toujours quelques troupes coloniales. Mais on est vraiment dans... Il y a quelque chose qui se répète, sans être la même chose, similaire. Mais la stratégie est quand même assez... elle est là depuis... Je veux dire, l'impérialisme n'est pas très, très inventif. Hein. Je veux dire, mais c'est des stratégies qui quand même affaiblissent. Hein. Non, parce que j'ai pris des notes, parce que c'est vrai qu'il y avait un tel torrent d'infamie, ce qu'elle disait... sur la famille d'Assa Traoré. Mais il y a encore une fois cette description des corps indigènes, où le corps de la femme est un corps aussi infirme, passif, qui serait sous la coupe des grands frères, qui serait sous la coupe des pères, qui serait sous la coupe des quartiers, et de l'autre côté, donc, des hommes virils, des hommes qui n'auraient aucun respect pour les femmes. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose sur les hommes, par exemple. Elle dit: ne pensez-vous pas, un truc assez hallucinant, ne pensez-vous pas que si les garçons sont plus souvent confrontés à l'échec scolaire et à la suspicion, un euphémisme assez extraordinaire des autorités, pour ne pas parler de violence, de racisme, c'est parce qu'on développe chez eux, alors écoutez bien, un mélange détonnant de virilité et de susceptibilité à fleur de peau. Non mais, alors ça, je peux te dire que ça commence à la colonie. Je veux dire, je suis sûre
que mes amis de Martinique et de Guadeloupe le savent, je veux dire, dans nos pays, l'histoire des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes, qui ne sont pas des hommes à la hauteur, est absolument fort. Alors qu'il y a du machisme et que nous ayons quelque chose à dire sur le machisme, c'est vrai. Mais cette construction, sous l'esclavage, l'homme n'est pas un homme. L'homme noir n'est pas tout à fait un homme. On lui interdit la paternité, on lui interdit le fait de faire famille, à la femme aussi. Donc on voit que c'est très vieux ça, et que finalement la civilisation c'était de faire que ces femmes soient libres enfin, libérées de leur père, leurs frères, etc. Mais pour revenir, si tu veux, c'est que dans ce féminisme aussi, il y a une critique de la famille, qui est une critique de bourgeoise occidentale. Parce que la famille a été aussi un lieu de résistance dans les communautés, on le sait, colonisées et esclavagisées. Donc on a affaire vraiment à un vocabulaire et une stratégie extrêmement coloniale. Et justement, en fait, j'ai repris un extrait de ton ouvrage dans Féminisme décolonial où tu parles en fait un tout petit extrait sur la solidarité et la solidarité et la loyauté entre les femmes indigènes et les hommes racisés. Et où tu parlais en fin de compte voilà, d'une solidarité à toute épreuve, sans faille, d'un amour réel, inconditionnel, mais qui ne tolère pas la violence. Donc ces femmes-là, j'ai l'impression qu'on retrouve complètement ça, avec cette manière de vouloir diviser les femmes indigènes des hommes des... Oui, absolument. C'est une vieille, dans l'Algérie, bien sûr. Oui, vraiment. Mais on a vu ça en Sénégal, on a vu ça à Madagascar, on a vu ça au Vietnam, on a vu ça en Martinique, en Guadeloupe. C'est vraiment le colonialisme français. Il a une spécificité. Et surtout qu'elle parle de la réussite de l'école des femmes. Elle dit voilà comment vous étonnez que les femmes réussissent mieux, les femmes indiennes réussissent mieux que leurs... Quand même, alors que la loi du 15 mars 2004 interdit à certaines femmes qui portent le voile d'aller à l'école. Et il y a aussi vraiment ce côté, on arrache les femmes voilà, du patriarcat. Je me rappelle de cet édito en 1989 dans le Nouvel Observateur, Prof ne capitulons pas, qui parlait du patriarcat le plus dur de la planète. Il faudrait quand même le rappeler que c'est pas seulement même les femmes blanches réussissent mieux que les garçons blancs au collège, au lycée. La question, c'est que si tu veux, quand ils disent ça, sur la question que les femmes réussissent mieux pour des tas de raisons que les sociologues ont étudié tout ça, ce qui n'est pas dit, c'est que ce pouvoir fait aux hommes racisés. Bien sûr. Donc c'est comme si on était dans une espèce de truc neutre, tu vois. Alors il y a des filles, il y a des garçons, les filles réussissent mieux que les garçons, tu vois. Mais que c'est la catégorie filles-garçons. Alors qu'il n'y a pas de catégorie filles-garçons, puisque c'est des catégories qui sont aussi racisées et qui ont aussi l'âge, le validisme, tout cela. Donc il faut aussi rejeter cette catégorie filles et garçons, parce que il y a une fabrication du garçon racisé. Voilà. Avant de tourner la page, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Franco? Moi, très vite, c'est juste dire que pour moi, cet écrit, c'est un mode d'emploi de comment rendre le racisme acceptable, comment rendre le racisme démocratique. Il y a la censure démocratique, il y a une colonisation qui porte le masque de la démocratie, et je pense qu'effectivement, il y a des offensives déguisées en œuvres humanitaires, en œuvres républicaines, etc. Et voilà, si vous voulez savoir comment exprimer votre racisme sans en avoir l'air, il faut prendre des cours chez ce genre de personnes. Et j'ai bien aimé le concept de féminisme civilisationnel, comme on pourrait parler d'un antiracisme civilisationnel, etc. Ce sont les offensives racistes qui n'avouent plus leur nom et qui passent pour démocratiques et qui nous montrent comment vivre dans la norme. On ne rajoutera pas blanche, mais c'est parce qu'il s'exprime sous le sol de l'universel du républicain, et c'est en ça qu'il devient un racisme respectable qui a pignon sur rue. Mais en sachant que quand on dit universel, ça veut toujours dire blanc. Blanc, évidemment, bien sûr. Faut-il encore le rappeler. On va terminer sur ce sujet, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Et on va terminer avec notre revue d'actualité en parlant une nouvelle fois du cas américain et des élections. On avait parlé la semaine dernière de l'invasion du Capitole par les militants suprémacistes blancs, des néo-nazis, encouragés par Trump qui n'arrive toujours pas à reconnaître sa défaite. Et cette semaine va se dérouler l'investiture de Joe Biden. Alors moi j'avais une question pour vous, c'est qu'est-ce que vous inspire l'arrivée de Joe Biden au pouvoir? Alors bien entendu, je pense que personne autour de cette table n'est plus qu'enchanté de la victoire, mais est-ce que d'après vous cette victoire est une bonne chose par rapport à Trump, ou est-ce que ça va être du kiff-kiff?
c'est pas tellement la victoire de Trump, c'est surtout la défaite, enfin c'est pas la victoire de Biden, c'est surtout la défaite de Trump qui était intéressante dans l'affaire. Après, on peut évidemment n'avoir aucune illusion sur Biden, c'est clair, mais il y a une chose qui est certaine, c'est la défaite de Trump était quand même quelque chose d'important, je pense, parce que les dégâts, alors, ça ne veut pas dire du tout que Biden va spécialement changer les choses. Alors, je ne sais même pas, il s'est déjà prononcé sur l'affaire du transfert de la capitale, de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Ouais. Apparemment, il ne va pas changer. Mais toujours est-il qu'il y avait je crois que Trump avait dans sa manche d'autres petites cartes qu'il voulait jouer avant, et c'est malgré tout une bonne chose. Alors après, on peut discuter de Biden. Vous partagez cet avis, Franco? Moi, au-delà de Biden et Trump, c'est quand même cette histoire. Parce que malheureusement, j'ai pas envie de m'appesantir, je pense que c'est bien résumé, mais cette histoire de coup d'État traduit en espèce d'ébullition démocratique ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, quand ça se passe sur le sol africain, c'est forcément la barbarie, etc. Là, on a quand même un pays qui reste souverain. On n'envoie pas les forces militaires pour faire régner l'ordre, etc., etc. Moi, ça me fait doucement rire. On voit encore une manière démocratique d'exprimer un racisme sans nom, un continuum colonial, etc. C'est-à-dire, quand ça se passe aux États-Unis, c'est des controverses politiques, c'est forcément intelligent. Quand ça se passe partout ailleurs, en tout cas dans le monde non blanc et notamment en Afrique, là c'est la pire des barbaries. Si on n'arrive pas à le voir, c'est que vraiment on ne veut pas voir. Et moi, ça m'écœure totalement. Parce que, voilà, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, voilà, c'est-à-dire la manière dont Sarkozy, tout ça, ont organisé le renversement de Laurent Gbagbo, etc. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, personne n'envoie une quelconque armée. Donc on voit bien que la colonisation continue partout. Effectivement, ce n'est pas les États européens qui dirigent, quoi. Françoise? Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et puis, il me semble aussi quand on disait, quand ils disent « This is not America », ça veut dire que c'est exactement l'Amérique. Oui, bien sûr. C'est exactement l'Amérique. C'est vraiment ce qu'on avait sous les yeux, c'était l'Amérique. Le retour du Ku Klux Klan en plein milieu de la capitale. C'est-à-dire, on est retour à la naissance d'une nation. Oui. On rejoue naissance d'une nation. C'est-à-dire que la nation américaine se construit sur la négrophobie. Et qu'il faut le rappeler régulièrement. Il faut ressouder cette nation de la suprématie blanche régulièrement. Comme aussi en France, autour de l'islamophobie de la femme voilée, c'est régulièrement, on ressoude la nation française autour de la femme voilée ou du noir qui n'obéit pas, etc. C'est chaque fois qui fait la bonne nation. Et il me semble donc que la guerre civile n'est pas terminée aux États-Unis, c'est ça qu'on voit, et que la lutte abolitionniste du côté noir, j'entends, je parle pas elle se poursuit. Et ce que je trouve intéressant, ça a été la mobilisation des Noirs dans cette... Tout à fait. Et qui peut-être pour moi, avec tout ce que... je suis d'accord aussi avec ce que dit Franco, mais quand même qui pour moi me posait la question de qu'est-ce que nous comment on pourrait faire, parce que quand même il y a une incroyable importance en Géorgie que ce soit ce Noir qui soit élu sénateur, même si on sait que le Sénat, blabla. Mais je me disais, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, cette énorme mobilisation des femmes noires, c'est les femmes. Et qui du coup peut aussi parce que ça c'est aussi l'Amérique, ça c'est l'Amérique de l'abolition, de l'abolition au sens que Angela Davis lui donne. Et je me disais l'abolition de lutte et voilà. Il n'y a rien de concédé. De rien de concédé, c'est avec les peuples premiers, enfin les Native Americans. Est-ce qu'il y a une plateforme possible de ces communautés racisées aux États-Unis qui porterait quelque chose justement d'une alternative Mais parce qu'on parle des États-Unis, parce qu'il me semble que ça se produit aussi au Brésil aujourd'hui, ça se produit la victoire des féministes en Argentine a été extraordinaire, la victoire de la coalition au Chili qui a mis fin à la constitution de sous Pinochet est formidable, est extraordinaire. Donc il y a des choses. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Voilà. Justement, je pense qu'il faut voir
ce qui s'est passé aux États-Unis et cette contre-offensive d'extrême droite à l'aune de ces mobilisations massives, de ces mobilisations presque insurrectionnelles. Je peux pas en parler la semaine dernière de ce qui s'est passé à Portland pendant pratiquement 2 mois, où il y a eu une alliance qui a tenté de se construire entre Black Lives Matter et des mouvements de gauche. Et je pense que justement, il y a aux États-Unis cette contre-offensive, il faut la voir comme ça, comme une manière aussi de réaffirmer un pouvoir blanc, un pouvoir bourgeois, et je pense que ça s'inscrit là-dedans. De ces manifestations d'extrême droite. J'aimerais aussi quand même parler, tu parlais de Biden, il y a aussi cette manière avec Kamala Harris de faire advenir une femme noire afin de rassurer une partie de l'électorat noir, quelque chose qui ne changera absolument pas. On a vu l'extrême désillusion qu'il y a eu après. Comment ? Ils sont malins, bien sûr. Mais justement, est-ce que c'est une stratégie ? Il y avait oui, bien sûr qu'ils sont malins. Il y avait une thèse de... Mais ça il y avait une thèse de... désillusion. Une thèse de Noam Chomsky qui soutenait la candidature de Joe Biden, c'était de dire qu'il y aura plus de chances d'influer Joe Biden sur des mesures progressistes. Et bien justement, est-ce que vous pensez qu'avec Joe Biden, un mouvement antiraciste peut davantage peser ou Je pense que ça voudrait faire peser sur Joe Biden une responsabilité énorme, alors que sans voir en fin de compte la profondeur des structures racistes et des structures économiques aux États-Unis. Déjà, Biden en tant que tel, c'est quelqu'un d'extrêmement réformiste, un modéré, voilà, qui a soutenu la guerre en Irak et tout. Et deuxièmement, ce serait faire peser sur lui une responsabilité, beaucoup trop importante. C'est un homme du sérail, c'est un homme du système qui ne changera rien. Mais par contre, les mobilisations, le rapport de force. C'était la question que je posais. Est-ce qu'avec les mobilisations des Black Lives Matter, oui, bien sûr. Comme partout, ce sont les mobilisations. C'est ce que disait aussi Angela Davis, c'est que sans être enthousiaste de Biden, c'est de dire que l'espace va être moins, on va pas respirer complètement, mais un tout petit peu mieux. Il y aura moins de gaz dans la rue. Donc c'est un truc de degré, mais on le sait quand même pour nous aussi, le degré, quand on étouffe totalement et quand on peut un peu respirer, ça fait quand même un degré qu'on ne peut pas non plus nier. Et de toute façon, ce que disent les amis aussi là-bas, c'est qu'on ne pouvait pas souhaiter 4 ans de plus pour les communautés afro-américaines, natives américaines, asiatiques, musulmanes, c'était les condamnés, les Mexicains aussi avec le mur, enfin, et je veux dire, c'est quand même, il y avait quelque chose qui se passait, mais ce que dit Franco est vraiment intéressant, parce que ce qui se passait en Ouganda n'a fait aucun, pratiquement tout le monde s'en fiche, tout ça, tout le monde était accroché à ce qui se passait là-bas, jour après jour, et on voit à quel point l'impérialisme américain, quoi qu'on est en train de nous dire que il s'affaiblit, il est quand même encore... Oui, encore. Mais c'est pour ça qu'il est de plus en plus dangereux. C'est qu'il est en train de... Il y avait aussi vraiment cette idée, comme on disait l'autre fois, de dire ça ne peut arriver que dans les pays du Sud, ce genre de coup de... Les républiques bananières. C'est république bananière. Je vais juste terminer sur... la république bananière qu'ils ont mis en place. Bien sûr, on a même... Non, mais bien sûr. Mais juste, je voulais aussi... Ça me paraissait aussi intéressant de voir la réception qu'a eu cet événement au Capitole en France, et de voir le soutien médiatique qu'a bénéficié Trump sur plein de plateaux de télévision. Vous voyez sur CNews par exemple, où ces gens-là, et c'est là où on voit... Il y avait les porte-voix de Trump. Des porte-voix de Trump, et c'est là où on voit que leur pseudo-lutte contre l'antisémitisme, ils n'en ont rien à foutre. Parce que ces gens qui étaient au Capitole, c'était des... Je veux dire, il y avait des gens qui... Il y avait des pubs, Auschwitz, où disaient 6 millions de morts, ce n'était pas assez. Des néo-nazis. Des néo-nazis. Et donc, ils ont clairement soutenu ces gens-là. Donc, l'antisémitisme, quand ces gens nous parlent d'antisémitisme et prennent la cause de l'antisémitisme, ce n'est ni plus ni moins qu'une instrumentalisation afin de discriminer les musulmans, les arabes, etc. pour dire voilà, il y aurait un nouvel antisémitisme. Alors que le vrai antisémitisme le plus violent, le plus dangereux, c'est celui-ci. Il y avait aussi, j'en profite, l'émission, il y a Sud Radio qui tourne de plus en plus sur ça. Et Berkoff, c'est une dinguerie, vraiment, c'est incroyable ce qu'ils disent sur Trump. Ils sont vraiment dans le conspirationnisme. Sud Radio, c'est déjà l'Alabama. Ah oui. Sud Radio et Pascal Pro sur CNews. D'ailleurs, il y a Samuel Gontier qui travaille à Télérama qui fait une chronique. Et qui a montré en fait tout ça, c'est impressionnant. Ce que je trouve, c'est ce que on dit là sur les néofascistes, fascistes, le Ku Klux Klan, suprématie blanche, antisémitisme. C'est quand même aussi ce qu'on voit aussi en Inde, c'est-à-dire ces nationalismes ethnicistes qui émergent, qui sont
à quoi on a affaire aussi, Ouais. et qui prennent des formes différentes, parce qu'on n'est pas les mêmes choses d'ici à là, mais qui sont quand même, qui expriment, on écrase la dissidence, on enferme les femmes, islamophobie en Inde, donc comment on comprend De la France quand même. Hein. Comment on comprend ça? Comment on comprend le retour quand même aussi vocal? Parce que qu'il y ait des gens comme ça, il y en a toujours eu, mais là, c'est quand même, ils sont là. Et la nouvelle génique de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui est l'anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo, et que les responsables qui sont clairement identifiés au moins au niveau des institutions, puisque c'est les services belges, mais aussi les services de la CIA, les services français, les responsables sont toujours, et leurs descendants et ceux qui les représentent en tout cas, n'ont jamais eu de compte à rendre pour cela. On sait quand même que la situation au Congo est dans une très large mesure la conséquence de cela, de l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était vraiment une promesse pour tout le continent. Alors, un dernier point pour clore ce sujet. Moi, je me demandais juste si, en fin de compte, le modérant, la dimension très modérée de Biden, au vu de la conscientisation qu'ont pris de nombreux jeunes aux États-Unis, de gauche, blanche, etc., et de militants noirs, est-ce que justement ce côté modéré ne va pas justement les radicaliser et vraiment porter peut-être des propositions pour les prochaines années beaucoup plus radicales? Alors moi, ce que je proposerais, c'est qu'on se fixe moins sur des personnalisations, qu'on personnalise moins. Biden, c'est juste il doit être au service du capital, peut-être un peu moins durement et un peu moins brutalement. C'est ce qui se passe effectivement dans les luttes. Bien sûr. C'est les luttes, c'est la crise déterminant terrible qui s'annonce, terrible. Et la crise sanitaire, le nombre de morts, ce qui va arriver aussi ici, en Europe, et qui va certainement aussi nous offrir un terrain. Donc pendant ce temps-là, eux, ils peuvent discuter de la prochaine présidentielle. C'est un peu, c'est ce qui se passe quand même. C'est ces luttes, les luttes que mènent G et ses amis en Martinique. Demain, c'est ça qui est important pour nous. C'est vraiment de porter ça. Ces gens-là, il faut bien attendre. Et d'ailleurs, s'ils sont obligés de changer un petit peu, c'est à cause de ces luttes. Ils sont obligés de dire un petit peu quelque chose. On va s'arrêter là pour ce sujet. On va s'arrêter pour la revue d'actualité. Merci à vous tous d'avoir participé. On n'a pas encore fini. On va passer à la chronique de Youssef. Mais avant ça, je vous propose de regarder une petite bande-annonce qu'on a concoctée par nos soins pour le grand retour de l'émission Sur le bitume de mercredi. On regarde cette bande-annonce. C'est notre technique. Je peux l'envoyer, elle va l'envoyer. Non, ça c'est pas la bande-annonce. Ça non plus. C'est SLB. Ouais. On n'a pas le son. C'est qui l'islamo qui marche à gauche? Non, c'est magnifique. Ça m'a fait mal, man. Voilà pourquoi notre époque est marginale, man. Brisez pas nos rêves, car nos rêves de demain. Et je crois que c'est ça qui nous tient. C'est un rappeur, ouais. Là, ça va être un reportage sur chaque rappeur. De Guadeloupe, j'ai le sang de l'Afrique dans les veines. Rendez-vous mercredi 19h pour le reportage sur Manuquet, rappeur emblématique du rap français qui était membre de différents types et aussi de la Mafia Cafri et qui vient de sortir un livre, Les liens sacrés. Je suis Mafia Cafri, qui a été édité chez Face Cachée et c'est une double édition, voilà, hors cadre. Donc on parlera de son livre, on fera aussi tout son parcours musical, mais aussi sa reconversion professionnelle parce qu'il est maintenant entraîneur de basket. Et voilà, on passe tout de suite à la chronique de Youssef avec Youssef Cela raconte. Il n'y a pas de musique. Ah non, on n'a toujours pas le générique. Pour la semaine prochaine, promis, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, tu auras ton générique. Bon, ça sera ma mission. Alors Youssef, pour cette chronique, tu vas nous parler de l'histoire de l'or d'Alger, le trésor du Dey Hussein, piqué par les Français au 19e siècle. C'est bien ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, on va se déplacer un petit peu. On va rester en Afrique en tout cas. Et on va s'intéresser à l'Algérie et à la conquête de l'Algérie. Nous sommes en 1830 et Charles X a beaucoup de problèmes avec ses populations. Il a du mal à se maintenir en place. Il est contesté de toutes parts d'ailleurs.
Il y a même eu des débuts d'insurrection, et il va y en avoir une très importante qui va se passer au mois de juillet 1830. Et c'est en ce début du mois de juillet 1830, justement, le 5 juillet, que la France a décidé de conquérir l'Algérie. Alors, ne revenons pas sur le prétexte, le fameux coup d'éventail qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, mais toujours est-il qu'il semble, et là c'était assez intéressant, on s'est penché sur les motifs de la conquête de l'Algérie. Alors, l'histoire officielle, l'image d'Épinal, c'est le consul de France qui aurait reçu un coup d'éventail de la part du Dey d'Alger, le Dey Hussein, qui lui demandait quand la France allait-elle rembourser la dette de blé qu'elle avait contractée auprès de l'Algérie, parce que l'Algérie était un grenier à blé à l'époque, mais une dette de blé qui avait été contractée à l'époque de la Révolution déjà, hein, et qui n'avait toujours pas été payée en 1830. Et paraît-il que ça aurait été donc un affront, et cet affront, ce coup d'éventail et d'énervement du Dey d'Alger contre le consul de France, hein, eh bien, aurait été un affront qu'il fallait laver dans le sang. Du coup, la France envoie une expédition, et quand même une expédition très très importante, parce qu'il y avait quand même 450 navires, hein. C'est pas une petite expédition, il y avait déjà eu des tentatives de bombardement comme cela, des navires, et qui avaient été repoussées, et là, c'est une énorme expédition. 450 navires, 40 000 hommes pour commencer, hein, et d'autres allaient suivre. Et Alger sera prise. Alors on s'est beaucoup intéressé aux motifs, parce que d'abord ça coûte très cher une expédition de ce genre, 450 navires à l'époque quand même, hein, le maréchal de Bourmont qui commande tout cela, et ça veut dire aussi l'intendance, etc., les navires de guerre, toute l'intendance qui devait suivre. Et on s'est beaucoup intéressé d'autant plus que les caisses de l'État étaient vides, qui devait payer cette expédition, et finalement, et non seulement qui devait payer l'expédition, mais aussi qui devait assurer ensuite les opérations, le paiement des opérations. Et là, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez important. Différents historiens, ça avait commencé déjà par Charles-André Julien d'ailleurs, lui-même aussi, mais aussi Émérite et puis d'autres historiens algériens. Il semble que les motifs, alors c'est important, il semble que parmi les motifs de la conquête, eh bien, il y avait clairement la volonté de prendre, de voler le trésor du Dey. Alors le trésor du Dey qui était énorme, puisque vous savez que la course était pratiquée des deux côtés de la Méditerranée, hein. Pas uniquement du côté algérien, les barbaresques, ce qu'on appelait les barbaresques, hein, la course, d'où le mot corsaire, hein, ça consistait donc à arrêter les navires du camp d'en face, de prendre les passagers et de les vendre comme esclaves. Et de la même façon, il y avait également du côté français, sur les pontons de Toulon, etc., de Bagne, donc des captifs algériens. Donc des deux côtés, on pratiquait cette course, hein. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre donc, d'esclaves français, pas uniquement français d'ailleurs, espagnols, italiens, qui étaient à Alger, hein. Et d'ailleurs, un certain nombre vont devenir musulmans eux-mêmes. Alors, il faut quand même savoir aussi que donc Alger, le trésor, faisait rêver un grand nombre de dirigeants européens. Le trésor du Dey. Et en fait, après enquête, Pierre Péan, alors au moins sur cet aspect, pas sur d'autres aspects qui concernent le Rwanda bien sûr, hein, mais au moins sur cet aspect, Pierre Péan, on peut quand même le créditer, a fait un travail d'enquête extraordinaire qui s'appelle donc l'or d'Alger, et on évalue ce trésor qui a donc été pris directement. On a organisé une opération d'enfumade, comme on dit, hein, de diversion, hein, une opération de diversion à Alger. On a mis le feu à une partie de la Casbah, de façon à ce que toute la population aille dans un sens, et pendant ce temps, donc il y avait des soldats, ça avait été prévu, un commando spécial qui était là pour prendre en charge le trésor. Alors le trésor c'était énorme quand même, hein. Le trésor c'était énorme, c'était quand même 62 tonnes d'or. 62 tonnes d'or et 240 tonnes d'argent, hein, avec en plus ça avait été amassé pendant très longtemps. Ça occupait plusieurs salles dans des caves de la Casbah, la vieille ville d'Alger, et il semble que cet argent ait donc été pris. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet argent a été pris, mais une partie s'est dissipée en cours de route, et cette partie, elle aurait été dissipée. Il y a eu un partage évidemment avec eux. Alors Charles X du coup prend la fuite, hein, il y a une révolution à Paris qui le force à prendre la fuite, hein, mais Louis-Philippe va profiter de cela, et toujours est-il que ce qui se passe, eh bien, c'est qu'une partie de l'argent aurait été également aurait atterri dans les mains des ancêtres des Sellières, absolument, des Schneider,
et autres. Et ça, cet argent qui est énorme, puisque en monnaie d'aujourd'hui, ça représenterait quelque chose comme 5 milliards d'euros. Comme 5 milliards d'euros. C'est absolument énorme. Ça aurait permis à la France de payer ses dettes, mais surtout de lancer la sidérurgie française. Puisque ce sont ces gens, ces familles qui vont lancer la sidérurgie française. Les Schneider, les Sellière, etc., hein, dont le descendant était patron des patrons du MEDEF. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement cet argent a été pris, mais en plus, une partie s'est dissipée en cours de route. Alors une partie est aussi destinée à acheter carrément le corps électoral. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein. Il y avait un pseudo-corps électoral, hein, donc il fallait quand même l'acheter. Et donc voilà. Mais en tout cas, ben, voilà, l'or d'Alger. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on ne nous apprendra pas à l'école. On ne dira jamais que la conquête de l'Algérie a été faite pour mettre la main sur 55 tonnes d'or. Non. Ce serait quand même disqualifier ce beau pays, ce beau et cette belle armée française qui, on le sait bien, n'agit que pour la civilisation. Et bien tous. Eh ben, voilà. Merci Youssef, merci. On va s'arrêter là. Merci à tous. Merci Youssef, merci Tariq, merci Françoise, merci Jay, merci Franco. Franco, tu peux nous rappeler pour demain? 9h, tribunal de Paris, métropole Clichy, donc 28e chambre pour le procès sur l'action contre la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. D'accord. Le rendez-vous est pris. Merci aussi à l'équipe technique et merci aussi Yanis qui est aux commentaires. Et merci à Wissam aussi. Mais de rien, ça fait plaisir. On se retrouve d'abord mercredi à 19h pour Sur le Bitume et on se retrouve aussi la semaine prochaine à 18h. On essaiera d'être à l'heure cette fois. On va réussir une fois à être à l'heure à 18h pour le 34e numéro de la Perme. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Il fait chaud là. Hein. Eh ben merci à vous. Je sais pas si c'était pas trop long, on a fait combien de temps? Non, ça va, je peux faire deux.